Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans le kiosque, votre magazine culturel au programme de cette édition. La ferme de Bel-et-Bas propose le 12 octobre une journée entière de spectacles consacrés aux clowns, et plus précisément aux clowns féminins. Johan Lavabre, directeur et programmateur, nous donne tous les détails. Philosophie et musique, un métissage étonnant. Au micro de Nicolas Jarvet, l'ensemble Archimusique raconte ce défi d'interprétation. Michel Boujna sur scène à la salle Jacques Brel nous présente son one-man show Ma vie, autobiographie imaginaire. Chaque semaine, le 7e art est mis à l'honneur dans notre chronique cinéphile. Bertrand Pigné, responsable du cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École, nous livre son coup de cœur. Parmi les nouveautés de la saison 2013-2014, la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt propose 4 journées sur une thématique particulière. Ce samedi 12 octobre, il s'agira d'une journée consacrée au cirque. Johan Lavabre, bonsoir. Vous êtes donc le directeur de la ferme de Bel-et-Bas. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez nous raconter cette journée. Comment ça va se dérouler? Voilà. Il y aura donc 5 spectacles tout au long de la journée. Et l'idée, c'était de faire grandir le spectateur au fil des heures pour des temps de partage en famille. Donc à 11 h, on aura un premier spectacle à partir de 3 ans. Ensuite, à 14 h, ce sera un spectacle à partir de 4 ans. À 16 h, ce sera à partir de 8 ans. Puis à 18 h, à partir de 10 ans. Et enfin, à 21 h, un spectacle pour les un petit peu plus grands, à partir d'une douzaine d'années. Voilà, pour les ados et les adultes. Et les adultes, absolument. D'accord. Alors, la particularité aussi de cette journée cirque, c'est que ce sont les clowns qui sont mis à l'honneur, mais plus précisément les clowns féminins. Alors, j'ai envie de vous demander donc, pourquoi une programmation que de femmes? Bon, la ferme de Bel-et-Bas, comme vous le savez, est engagée dans ce processus de valorisation de la création féminine afin de lutter contre le peu de place qui est faite aux femmes dans le monde de la création, contrairement à beaucoup d'idées reçues. Alors, ensuite, c'est vrai que le clown, c'est une figure un petit peu étrange, on va dire, c'est une figure asexuée, c'est un petit peu comme l'ange. Oui. Les anges n'ont pas de sexe, les clowns a priori non plus. Pourtant, on imagine souvent le clown homme, d'ailleurs on dit bien un clown, c'est un mot masculin, et quand on s'approche du clown de théâtre, qui est un clown assez spécifique quand même, c'est pas le clown sous chapiteau, mais le clown qui arpente les scènes de théâtre, eh bien souvent ce sont des femmes. Je vois que quand je pense aux clowns de théâtre, je pense qu'à des femmes. Je pense à Arletty, je pense à Emma la clown, qu'on retrouve au Prisme cette saison aussi. Également à Lucie Vallon, à Adèle Naudet-Langlois qu'on reçoit. Voilà, ce sont, et évidemment, Madame Françoise aussi, des nouveau-nés, qui est une des figures importantes du clown et du renouveau du genre. Donc je pense que les femmes ont apporté beaucoup au clown. Et donc, assez naturellement, cette journée s'est consacrée au clown féminin. D'accord. Alors, premier spectacle. Premier spectacle qui s'appelle En piste, donc qui s'adresse aux plus jeunes. Oui. Alors, qu'est-ce qui va s'y passer dans ce spectacle? Alors, En piste, c'est un petit cirque miniature et Grenadine, la clown, donc, va faire un cirque de bric et de broc. Tous les numéros qu'elle ne peut pas faire toute seule, puisque, voilà... elle va monter un petit chapiteau. Elle monte un petit chapiteau, elle tend un petit fil, voilà. Et alors, on va assister à tous les numéros du cirque traditionnel, jusqu'aux acrobates, qui sera un joli numéro de popcorn qui saute, et qui feront des saltos. Voilà. D'accord. À 14 h, c'est Plume et Paille. Alors, un duo de clowns. Qui sont-ils? Alors, on a 2 clowns bien différents dans Plume et Paille. On a une clown danseuse et chanteuse et une clown harpiste. Et donc, elle nous livre une fantaisie burlesque et bucolique, très légère, très belle, voilà, qui permet aussi d'approcher la musique pour les plus jeunes. Oui, absolument. D'accord. Bah, écoutez, je vous propose qu'on regarde un extrait de ces 2 spectacles à l'univers féerique et bucolique. Red popcorn.
Dans votre programmation, vous présentez également une création par le Théâtre de Cher, donc qui est à la Verrière. Il s'agit de la classe envolée. Alors, de quoi s'agit-il? Oui, c'est la première partie du nouveau projet de Grégoire Cuvier. Donc, c'est un diptyque. Et là, la classe envolée, donc c'est l'histoire de Malak. Et Malak est un être imaginaire qui va dans une salle de classe désaffectée, qui a dû être évacuée, et qui va chercher le doudou qu'une petite fille a oublié. Voilà. Ah oui, donc, on est dans un univers à la fois très poétique et plein de sens. Voilà. C'est une création donc. Je ne l'ai pas vue, oui, ce sera la première. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas d'extrait pour ce spectacle-là. Alors on va quitter l'imaginaire pour partir vers un monde un petit peu plus empreint de réalité, celui d'Annabelle, c'est le clown d'hôpital en fait, avec la pièce « Merci d'être venu », donc qui sera à 18h, celle-ci. Oui, absolument. Donc à 18h, Sandra Meunier, son nom de scène Annabelle, qui est une étoile, dit-elle, va... Nez comme nez... Voilà, comme le nez rouge, voilà, une étoile. Et Annabelle raconte son parcours en hôpital, notamment en soins palliatifs, où elle vient distiller un peu d'amour, un peu de vie dans des endroits où Parce la qu'elle vie le fait s'achève. en spectacle, mais également pour de vrai. Absolument, elle le fait pour de vrai. Et le spectacle raconte cette expérience-là. Sandra travaille à Trappes avec une association qui s'appelle le Pallium, qui donc s'occupe de soins palliatifs à domicile. Et elle travaille également, c'est un sujet douloureux, avec des enfants endeuillés. Et elle fait une fois par mois un atelier avec le Pallium pour des enfants endeuillés. Le spectacle sera suivi d'une discussion, d'une rencontre publique avec Sandra, qui parlera de cette expérience très riche. Très riche, effectivement. Alors, et le 5e et dernier spectacle qui est présenté à 21h, donc pour les un petit peu les plus grands, on va dire, les ados à peu près. Donc là, il s'agit d'Antigone. Alors Antigone, on connaît bien au théâtre, et là c'est une version clownesque dans un univers un peu tragique. Comment ça va se passer? Absolument, c'est un spectacle d'Adelne Deslanglois, qui est une figure montante du clown aujourd'hui. Et vous savez, souvent on dit que les extrêmes se rejoignent, et le spectacle montre bien comment finalement la figure tragique et la figure comique arrivent à se synthétiser. Donc elle va nous raconter l'histoire d'Antigone, la vraie histoire d'Antigone, mais avec ce regard décalé du clown. D'accord, écoutez, Yoann Lava, merci beaucoup de nous avoir présenté toute cette programmation. Donc on rappelle la date, c'est le 12 octobre, de 11h jusqu'à 21h. Vous avez ici tous les renseignements pour réserver. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du kiosque. Merci à vous. Nous continuons et nous allons retrouver tout de suite Nicolas Gervais. Nicolas, cette semaine, nous fait découvrir le rêve de Nietzsche. Donc, il s'agit un étonnant métissage en fait entre la philosophie et la musique. C'est d'ailleurs présenté à la ferme de Bel-et-Bas le 15. On l'écoute. Il a d'abord créé ce spectacle avec Rosset en y mettant son immense soif de métissage musical. On y entend les mots de Nietzsche scandés par le rappeur Jimmy Justine. Jean-Rémy Guédon nous parle du rêve de Nietzsche, un spectacle qui sera présenté notamment le 15 octobre à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Sommes-nous jamais pleins d'être mécompris, méconnus, pris pour d'autres, calomniés, malentendus et pas entendus du tout? Tel est précisément notre sort. Disons pour être modeste, jusqu'en 1901, c'est aussi ce qui nous honore. On nous prend pour d'autres, c'est un fait que nous-mêmes changeons, croissons continuellement. En jetant nos vieilles écorces, muons à chaque printemps. Nous essayons de devenir plus jeunes, plus à venir, plus haut, plus fort. Enfonçons toujours plus vigoureusement nos racines dans les profondeurs, dans le mal. Non seulement il fait de la musique, mais il improvise. Il y a une scène avec Richard Wagner, excusez du peu. Il discute Cosima, la femme de Wagner, Richard Wagner et lui. Il discute philosophie, ça part dans les hautes sphères. Et d'émotion, il se jette au piano du maître, de Wagner, et fait une improvisation pendant 5 minutes. Il s'arrête, et Richard et sa femme, bravo, superbe. Donc, moi, un type comme ça, et j'ai regardé, il y a peu de jazzman qui ont fait des trucs autour de lui. Mon administratrice de l'époque, qui
qui m'a dit, tiens, il y a un rappeur, Rossé, qui est super branché Nietzsche. Je dis, allez, allons voir. Et puis, on a fait la création avec Rossé, il y a 2 ans, en 2011, au Tamanoir, à Gennevilliers, et qu'on a repris à Banlieue Bleue 2 jours après. Et puis, Rossé, pareil, planning très très chargé, me dit très gentiment, là, pendant 2 ans, je ne peux pas me permettre de, etc. Je lui dis, écoute, moi, je ne peux pas laisser dormir ce projet. Et du coup, j'ai branché quelqu'un que j'ai rencontré lors d'ateliers, un jeune rappeur qui s'appelle Jimmy Justine. Jimmy, vous le verrez à la ferme de Bel-et-Bas, il est absolument captivant. Il est incroyablement captivant. Nous aussi, nous fréquentons des hommes. Nous aussi, nous enfilons modestement le costume sous lequel on nous connaît, considère, recherche, pour lequel on nous prend. Et vêtus de la sorte, nous nous rendons en société, c'est-à-dire parmi des déguisés qui ne veulent pas qu'on les appelle ainsi. J'ai une envie de faire coexister musique et mots, et surtout, c'est suivre ce personnage, ce Nietzsche, qui ne comprend pas dans sa vie pourquoi sa musique n'est pas reçue de la même façon que sa philosophie. C'est-à-dire que tout son entourage, tous ses potes lui disent « Laisse tomber la musique, tes idées sont formidables, fonce là-dedans, mais oublie la musique. » Et lui ne comprend pas. Et c'est un personnage qui a tellement d'urgence que ça sort de sa tête. Donc tout ça, ça sort de sa tête, ça jaillit comme un volcan. Et donc ça a droit de citer pourquoi la philosophie et pas la musique, c'est moi. Donc c'est lui demander de se séparer. Et donc si j'ai appelé ce projet, moi, le rêve de Nietzsche, c'est que ce qu'était son rêve, c'est-à-dire de voir sa musique et ses idées jaillir et à égalité, on va dire, j'ai essayé très immodestement, hein, c'est n'importe quoi, mais j'ai essayé, et puis vous le verrez, de faire coexister mots et musique, et je pense que ça fonctionne. Nous aussi, nous faisons comme tous ces masques avisés et mettons poliment à la porte toute curiosité qui ne porte pas sur notre costume. L'ermite parle encore une fois, nous aussi. Le principe de l'ensemble Archimusique, qui est l'ensemble qui préside à ce concert, c'est de mélanger écriture et improvisation. Ce qu'on a fait comme travail par rapport aux mots, ça a été un choix de texte avec Rossé au départ, hein, et on a répété ensemble en fait, avec la rythmique. Il y avait la contrebasse, la batterie, Rossé et moi. Et puis on tâtonnait un peu ensemble. Ça a été assez collectif, la façon Moi j'ai amené un matériel rythmique. Rossé, il a calé des textes. Et puis après, à partir de ces calages, un peu, j'ai réécrit pour le reste de l'orchestre. Et Jimmy, après, en second temps, a gardé des choses que Rossé avait mis, c'est-à-dire qu'il s'est mis dans les chaussons de Rossé, et puis a amené des choses à lui, alors qu'il a greffé sur la musique déjà existante. Et j'ai tourné le dos aux gouvernants lorsque je vis ce qu'ils nomment à présent gouverner. Trafic et marchandage de pouvoir avec la canaille. C'est 4 musiciens issus du classique et 4 jazzman. On a 20 ans cette année et on est les seuls à avoir fait ce métissage. Dans la durée, un ensemble qui se constitue avec ces 2 familles, on va dire, on est les seuls, je pense. J'ai envie de dire aux gens qui vont venir au concert, c'est comme si vous veniez dans un restaurant dont vous ne connaîtriez pas le menu, mais dont vous savez que vous allez apprécier la nourriture. Je m'y engage.
parce que j'ai l'habitude depuis 20 ans, et on offre une nourriture artistique riche qui fait que même si pendant 3-4 minutes au début on se demande un petit peu, mais tiens, qu'est-ce qu'ils font, parce que c'est un peu singulier, on trouve de quoi manger et les gens ne partent jamais de nos concerts. Et voilà, le rêve de Nietzsche, c'est donc le 15 octobre à la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt. Et là, Aurélia, je crois qu'on peut dire que c'est de la bombe de balle, non? Si. Merci Nicolas, on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Alors nous avons rencontré hier soir à la salle Jacques Brel Michel Boujna qui était présent pour son spectacle Ma vie, autobiographie imaginaire. Alors rencontre avec un homme pudique mais qui manie rire et émotion. Michel Boujna, bonsoir. Bonsoir. On vous retrouve donc ce soir à la salle Jacques Brel à Montigny. Vous présentez votre one-man show, Ma vie, une autobiographie imaginaire. Alors c'est vrai qu'à l'heure où le public est plutôt friand des téléréalités, d'une vie un peu cachée, des stars où on a envie de connaître leur vie réelle en fait, vous présentez une vie imaginaire. Alors pourquoi ? Parce que ma vie à moi, au premier degré, elle n'a aucun intérêt. Et que ce spectacle, c'est plus une réflexion sur la vie que ma vie à moi. Alors évidemment, dedans, il y a des histoires qui me touchent de près. C'est empreint de quelques réalités, mais je ne dirais pas quoi. Mais c'est très imaginaire. C'est plus beau de rêver sa vie que de la vivre, de toutes les façons. Quel thème vous abordez tout au long de ce spectacle ? L'enfance, l'exil, bizarrement la mort, la nostalgie. La Tunisie ? Oui, un peu la Tunisie. Oui, au début surtout. Les relations amoureuses à l'adolescence avec les filles. Évidemment, tout ça est très drôle, enfin en principe. Drôle ou touchant, mais moi je peux pas. Là, assis dans un fauteuil, je suis incapable de vous faire rire comme ça. De quoi on va rire ? De ma capacité à tourner en dérision tout. Par exemple, quand un gamin de 10 ans à 4 heures du matin réveille ses parents en leur disant à quoi ça sert de vivre si à la fin c'est pour mourir ? Pourquoi la vie est éphémère et la mort éternelle ? Et le père lui dit, mais à 4 heures du matin, tu veux savoir ça ? Tu veux pas attendre 8 heures, tu vois ? Et quand il dit, mais pourquoi on dit mourir de plaisir ? Pourquoi la mort, c'est un plaisir ? Et pourquoi on dit mourir de joie ? Parce que la mort, c'est si joyeux que ça. Et le père, à un moment donné, lui dit, par exemple, il dit, mais j'en peux plus, je meurs de sommeil. Et il lui dit, tu vois, tu as dit, pourquoi on meurt de sommeil ? Il y a à la fois des choses comme ça, très fines, sur un enfant qui se pose des questions toutes simples sur la vie, et puis il y a des choses beaucoup plus délirantes, qui a peur de faire des cauchemars, parce que le dernier cauchemar qu'elle a fait, elle s'est réveillée, elle était dans la peau de François Hollande. C'est compliqué, surtout en ce moment, le pauvre. Dans la vie, je suis très pudique, y compris, alors que je le suis un peu moins dans le spectacle, mais on va rire ou on va être touché d'une mère qui dit enfin la vérité, parce que elle dit que en gros que les mères finalement le rôle qu'on leur a donné, le rôle qu'elles ont assumé, c'est d'être inquiètes et de nourrir leurs enfants. Et elle dit en fait moi j'avais pas envie de ça du tout. En fait j'étais pas inquiète, mais si j'avais pas été inquiète, on aurait dit que j'étais une mauvaise mère. Mon fils m'aurait dit maman, je veux faire un test de maternité. Au bout de 35 ans de travail seul sur scène, je suis toujours incapable de parler de mon travail. Je suis toujours... vous voyez, je ne suis pas un homme d'interview, je ne suis pas un homme de télévision, je ne suis pas un homme de tout ça. Je suis juste un garçon qui aime raconter des histoires sur scène. Et quels ont été les premiers retours alors de cette première date ? Ah, c'était bien, on était contents. C'était le 28 Oui, on était septembre. contents. C'était super, c'était samedi, on était super contents. On va bien voir comment ce petit bébé va continuer à évoluer oui. Tout au long de cette tournée. Bien sûr, tout le temps. Mais tout le temps, même quand je vais faire Paris, il évolue tous les jours. Il arrive un petit truc ou un gros truc. Vous changez, vous réadaptez. Oui, c'est une écriture qui est vivante. Je suis pas mort comme auteur encore. Non, bien sûr.
Oui, donc je peux encore écrire, y compris quand je joue, bien sûr. Merci beaucoup, Mais Michel Boujna. je vous en prie. Merci. Passons tout de suite à notre chronique cinéphile. Nous sommes mercredi, c'est donc l'heure des sorties ciné, au micro d'Élodie Moine. C'était très distrayant et j'ai passé un très bon moment. Voilà, donc les acteurs principaux en fait sont des acteurs que j'apprécie particulièrement. Donc j'ai vraiment passé un très bon moment. On sait d'avance ce qui va se passer. Et oui, bon, c'est sans plus, quoi. C'est une bonne détente. C'est une bonne détente, il joue très bien, il y a de très belles images. Non, c'est plaisant. C'est pas un bon film. Ça rappelle des souvenirs parce que je l'ai vu il y a peut-être une trentaine d'années. Mais là, en 3D, c'est pas mal. Les enfants ont bien aimé aussi. J'aimais bien. C'était bien, ils chantaient. J'ai vu qu'ils se baladaient bien. Et le film était très bien. La chronique cinéphile, c'est aussi l'occasion d'entendre un professionnel du cinéma nous donner son coup de cœur de la semaine. Et bien là, c'est au tour de Bertrand Pigné, responsable du cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École. Le coup de cœur au cinéma Les Yeux d'Elsa cette semaine, c'est le film de Avi Mograbi, Dans un jardin, je suis entré. C'est un documentaire israélien réalisé par Avi Mograbi. Il va questionner le spectateur, mais il va aussi questionner lui en tant que réalisateur dans ce monde très compliqué qu'est le monde israélo-palestinien. Le film se construit autour de la préparation d'un film, lors duquel Avi Mograbi fait appel à son ami Ali, un Palestinien qui parle et maîtrise donc mieux l'arabe que lui, pour préparer le film, traduire des choses, retrouver des images, des photographies d'époque, etc. Et petit à petit, en fait, c'est un autre film qui va se construire, un film dans lequel Avi et Ali vont se réinterroger, eux, sur Israël, la Palestine, leur place à eux par rapport à tout ça. Et c'est un film, du coup, très émouvant parce que très personnel pour le réalisateur, qui est souvent face caméra, qui interpelle souvent le spectateur, pour ce deuxième personnage qui se retrouve à devenir un personnage de cinéma alors qu'il n'a pas vocation à l'être. C'est plein de tout petits moments comme ça qui sont des hasards du réel, puisqu'on est dans le cinéma documentaire, qui sont des bouffées d'émotion, parce que le réel tout à coup rattrape l'écriture cinématographique. Je vous propose à présent quelques idées de sortie ces prochains jours. Alors tout d'abord, rendez-vous annuel de la Nuit Blanche à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce sera samedi 5 octobre à partir de 17h au quartier des Sept-Mares à Élancourt. Un programme riche et varié, performance de l'artiste plasticien Emmanuel Bayon, rencontre d'auteurs, lecture de contes à la librairie, une flash mob, projection au cinéma le Ciné 7 et enfin un concert d'Oxmo Puccino au Prisme. Deuxième rendez-vous, il s'agit toujours dans le cadre donc des Nuits Blanches, mais cette fois-ci à Versailles, et se tiendra la Nuit de la Création. Donc c'est une découverte pour le public d'installations artistiques visibles dans différents quartiers. Ce sera donc samedi à partir de 20h. Et enfin, pour les amateurs de musique classique, notez que les Journées Ravel se tiendront à Montfort-l'Amaury du 5 au 13 octobre. Voilà, notre édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis sur TV Fil. Je vous retrouve la semaine prochaine en direct à 18h30. Bonne soirée.